Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, dans ce nouveau webinaire présenté par l'IUT du littoral Côte d'Opale, qui est installé sur les villes de Calais, Boulogne-sur-Mer, Dunkerque et Saint-Omer. Aujourd'hui, nous allons bien sûr parler du bachelor universitaire de technologie, mais nous allons bousculer un petit peu les frontières et parler de mobilité internationale. Alors aujourd'hui, vous le savez, le programme lié au bachelor universitaire intègre une partie assez importante liée à cette mobilité, à la certification en langue. On va un petit peu revenir sur ces éléments et vous expliquer ce qui se cache derrière la réforme et notamment les possibilités qui vous seront offertes à l'entrée de l'IUT pour peut-être voyager, découvrir de nouveaux pays, réaliser des stages ou encore des années d'études. Voilà, tout ça sera abordé. Alors avec moi, j'ai à la fois des enseignants, des responsables des relations internationales ici dans notre institut, mais également des anciens étudiants qui ont participé à ces programmes de voyage à l'international et qui viendront témoigner eux aussi. Alors, tout d'abord, pour rappeler un peu notre fonctionnement, vous avez certainement suivi l'un de nos webinaires que nous avions proposé sur les différentes journées. Je vous rappelle que d'autres webinaires sont accessibles, notamment ceux liés à l'industrie, à l'apprentissage qui auront lieu demain, mais tous les webinaires sont accessibles à la demande sur notre site www.it-littoral.fr. Voilà. Alors aujourd'hui, pour m'accompagner dans cette présentation, j'ai deux enseignants et notamment Patrick Nikiema, que je vais inviter à venir sur scène. Alors voilà, le temps du chargement de la vidéo. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Stani. Alors, je suis ravi de t'accueillir. Aujourd'hui, on parle relations internationales. Alors, pour bien comprendre, tu es à la fois enseignant et tu as la charge de responsabilité à l'IUT. De quoi s'agit-il? Alors, effectivement, donc, je suis enseignant dans le département génie électrique à Calais et je suis en même temps chargé de mission pour les relations internationales pour l'ensemble de l'IUT. Alors, donc, il s'agit effectivement, dans le cadre de mes fonctions, de développer des partenariats avec des universités à l'étranger et puis de faire en sorte qu'on puisse avoir une mobilité aussi bien sortante qu'entrante pour les enseignants et pour les étudiants et pour le personnel en général. D'accord. Donc cela signifie que tu vas travailler sur les dossiers. Alors, je sais pas, on a un bruit de fond au niveau de ton son, Patrick. Je ne sais pas si tu peux changer la source ou changer le casque ou passer par le micro de l'ordinateur. Peut-être que ça sera plus Alors, simple. je vais peut-être enlever le casque. Voilà, pour permettre une meilleure écoute. Alors, pendant que tu fais la manipulation, je vais me permettre de présenter ces différents parcours. On y reviendra avec vous, Patrick Nikieba. Alors aujourd'hui, la mobilité est une option possible, mais non obligatoire. Il faut bien le comprendre. C'est une option non obligatoire pour tous les étudiants qui s'inscrivent dans le bachelor universitaire de technologie, mais qui est une proposition. Et vous avez compris que donc il y a des chargés de mission à l'IUT qui permettent de coordonner un peu les actions, de mettre en place des partenariats et les partenariats sont assez nombreux. Ah, oui, c'est beaucoup mieux. Merci, merci Patrick d'avoir changé. Oui. Alors, on parlait de relations, de partenaires à l'international et l'IUT a tout un panel de propositions à offrir. Absolument. Donc, au niveau du panel qu'on offre pour les étudiants, puisqu'aujourd'hui il s'agit donc des élèves de nos futurs étudiants, donc ils ont la possibilité de faire une mobilité pour une période d'études, on appelle ça une mobilité études, et ils ont la possibilité également d'aller effectuer une période de stage à l'étranger. Donc la durée aussi bien pour les études que pour les stages varie. On peut avoir une mobilité études pour un semestre, pour 2 semestres, on peut avoir des stages pour quelques semaines, quelques mois.
Et ça dépend aussi des départements. Il y a des départements où les étudiants peuvent aller en mobilité dès la première année, d'autres c'est en deuxième année. Voilà, donc c'est très variable et ça dépend des départements et des spécificités des matières. Donc on a ici donc 8 départements de formation. Alors on ne sait pas dans quelle formation se projettent les lycéens. Alors je rappelle que vous pouvez poser vos questions à vous qui nous écoutez durant ce live. Vous pouvez poser vos questions sur la droite de votre écran, hein. N'hésitez pas à le faire. Donc on a ici une occasion de parler de différentes formations. Donc c'est un cadre qui se propose à l'ensemble des formations. La mobilité, c'est quelque chose que l'on peut faire quel que soit le BUT que l'on va choisir. Absolument, absolument. Quel que soit le BUT, donc sur les 4 sites, l'étudiant a la possibilité donc de partir. On va lui proposer au niveau de l'UT, on a des programmes avec différents partenaires qu'on a développés depuis des années déjà. Mais il arrive que des étudiants viennent avec leur propre projet Oui. qu'ils ont mûri. Et à ce moment-là, donc par département, il y a également un référent qui va les aider à mettre en place leur projet. Très bien. Alors, on parlera avec une de ces référentes juste après, avec Séverine Bouteiller, qui est référente dans un département tertiaire département de formation tertiaire. L'accompagnement se fait dans un premier temps en rencontrant l'étudiant, en voyant son projet, mais aussi en, en lui donnant des conseils au niveau des aides, au niveau des aides que l'on peut proposer. Donc un certain nombre d'aides sont possibles. Absolument, parce que bon, aller à l'étranger, bon, effectivement, ça demande des moyens financiers notamment. Et on sait très bien que bon, c'est pas toujours évident, notamment quand c'est des destinations lointaines. Il y a des billets d'avion, il y a des frais d'hébergement, il y a des frais de visa, etc. Et même ici en Europe, donc, il y a des pays qui sont plus chers que d'autres. Et il y a en effet des aides qui sont possibles. Alors ici, on en voit quelques-unes. Donc l'AMI, c'est l'aide à la mobilité internationale que le ministère met à disposition donc, des étudiants qui sont boursiers. Mermoz, ça c'est une aide au niveau de la région. Erasmus, c'est européen, le CROS, etc. Donc au niveau des unités, donc, il y a également des financements spécifiques comme la Fondation de Doux, qui est la Fondation nationale des idées. Donc il y a différentes possibilités de financièrement l'étude. Très bien. Donc différentes possibilités d'intervention. Merci Patrick pour votre participation. Alors la liaison est mauvaise. Je me permets d'inviter Séverine Bouteiller pour revenir sur ce programme d'accompagnement et d'aide qui sont proposés. Revenons tout d'abord peut-être sur votre rôle. Bonjour Séverine, vous allez bien? Bonjour Sani, ça va? Ça va bien, merci. Alors on a ici l'occasion de parler de cette possibilité de voyage à l'international. Quel est votre rôle? Vous êtes enseignante. Quel est votre rôle pour l'accompagnement de ces projets de voyage? Eh bien, mon rôle, en fait, finalement, c'est d'aider les étudiants dans leur démarche, de leur expliquer un petit peu à quoi ils doivent s'attendre, bien sûr, de faire témoigner aussi d'anciens étudiants, hein. On organise des espèces de vidéoconférences en fait où par exemple cette année un étudiant qui est en ce moment en Irlande a pu en fait partager son expérience, puisque c'est vrai que les étudiants en première année notamment sont plutôt intéressés par la mobilité, mais ne savent pas forcément qu'est-ce qui va vraiment les attendre en fait en termes Mmh. de financement, en termes d'expérience, en termes d'études aussi, hein, puisque s'ils partent à l'étranger, c'est effectivement aussi pour faire une partie de leur cursus dans une université qui est partenaire. D'accord. Donc c'est un petit peu les guider dans toutes ces étapes-là. Donc au début, on a des étudiants qui ont déjà ce souhait. Est-ce qu'il faut être j'ai envie de dire excellent en anglais ou en allemand dans sa LV2, hein. On rappelle que la LV2 est Mmh. obligatoire, donc on propose par exemple le chinois, le Mmh. néerlandais, l'allemand, mais est-ce qu'il faut être excellent en langue pour envisager une mobilité? Pas forcément en fait, je dirais que le plus important, c'est la motivation.
Parce qu'il faut être motivé, en fait, pour envisager un déplacement, une mobilité comme ça, en fait, à l'étranger. Il faut vraiment, dans sa tête, se dire: «OK, je suis prêt à y aller», quoi. D'accord. Donc, avoir un bon niveau en langue peut aider, forcément, mais ce ne Mmh. sera pas un des critères, principaux. D'accord. Donc le caractère déterminant, c'est peut-être le fait d'être capable d'être autonome, peut-être d'être bon Mmh. dans sa discipline aussi, puisque il faut, lorsqu'on fait une mobilité, il faut être, alors mobilité de stage, il faut être, capable d'être, opérationnel dans l'entreprise, mais si on fait une mobilité pour les études, il faut à la fois suivre les études et puis, alors récupérer peut-être alors, la barrière de la langue quand on est dans un pays avec une langue étrangère. Oui, enfin, ça va assez vite, en fait, hein. Quand on est en immersion, le niveau en langue, bah, s'améliore de toute façon, en fait. Donc ça, voilà, oui et je pense qu'il faut être rigoureux, en fait. La maturité aussi, mais déjà quand on prend la décision de partir, c'est que quelque part on a déjà réfléchi. Mmh. On part pas en général comme ça sur un coup de tête. Donc en fait, la maturité, ça veut dire qu'on l'a déjà un petit peu et Ouais. forcément elle va se développer en étant, loin de sa famille, loin de ses proches. Donc c'est vrai qu'effectivement quand les étudiants rentrent de cette expérience de mobilité, en général, ils ont quand On même franchi un cap on supplémentaire. Mmh. on a changé et les étudiants qu'on recevra tout à l'heure, qui sont partis Ouais, en Irlande ou au Japon, tout nous à fait. l'expliqueront. Heu, qu'est-ce que ça apporte, de votre point de vue, Séverine? Qu'est-ce que ça apporte, à l'étudiant? Est-ce que quand on revient, voilà, c'est davantage de projets? Quel est le, Bah, les davantage d'assurance? Mmh mh. Ouais, l'état d'esprit, est différent, Mmh. forcément puisqu'on a acquis des connaissances, des compétences aussi, hein, Ouais, en partant, comme cela à l'étranger. Bon, la maturité, on en a parlé, hein, c'est vrai qu'on devient un peu plus mature, un peu plus réfléchi. Je pense aussi que ça peut aider à définir ses projets professionnels de manière un peu plus précise. J'ai pas mal d'étudiants, en fait, qui sont partis et qui, en revenant, ont décidé de partir, sur une poursuite d'études, dans le secteur de l'import-export ou des achats, en fait, ça sera le cas de Majdouline qui viendra tout à l'heure, je pense. oui. Donc c'est vrai que ça peut aider, en fait, à construire son parcours professionnel. Et puis, bien sûr, c'est un plus évident pour une poursuite d'études ou pour l'intégration sur le marché du travail, Voilà. puisqu'on peut effectivement mettre, son expérience à l'étranger en valeur sur son CV. Oui, le CV qui reflète un peu le parcours et la motivation Tout à de fait. l'étudiant. Alors, effectivement, tout ça se prépare, mais c'est accompagné, hein, Bien on le sûr, répète, hein, bien sûr. à la fois Patrick, Nick et Emma est en charge des relations internationales au niveau de l'IUT, qui rassemble 1200 étudiants à peu près, Mmh. mais vous, Séverine, vous êtes sur un champ plus étroit Oui, avec le département GACO de Saint-Omer, et là, on oui, parle de 60 étudiants, 120 étudiants si on globalise oui, si on prend les 2 années. voilà, les Mmh. 2 années. À partir de quelle année envisage-t-on ces types de déplacements? Alors pour le stage, on a compris que c'est pendant les années de stage. Tout à fait, Pour donc les études. c'est soit en première année, soit en deuxième année sur le semestre 2 ou le semestre 4 pour les stages Ouais, et puis pour, les mobilités, en fait, on a différents partenariats avec des cégeps, au Canada. Donc là, c'est le semestre 3 qui est concerné, mais les démarches doivent commencer dès le semestre 1. d'accord. On Moi, a, dès le semestre 1, j'organise une réunion d'information. Et puis régulièrement, j'envoie des mails aux étudiants, qui sont intéressés. On a un espace sur notre plateforme interne qui est dédié en fait à cette mobilité, ce qui peut être rassurant aussi pour les parents, quelque part, puisqu'il y a pas mal de vidéos, pas mal d'informations sur les expériences des étudiants qui sont déjà partis. ouais. Donc tout ça se fait au cours du premier semestre pour, finalement, en fait, être, recruté, si je peux, Mmh. parler comme ça, Ouais, sur le début du semestre 2, en fait, pour d'accord. le semestre 3. Très bien. Mmh. On a parlé des déplacements qui se faisaient dans des pays avec une langue étrangère, mais on peut très bien aussi faire une mobilité vers le Canada francophone.
Tout à fait. Alors, en ce qui concerne le département GACO, puisque c'est celui où j'interviens, en fait, nous avons développé 3 partenariats avec le Canada. Nous avons deux instituts qui sont dans la partie francophone, et nous avons un autre cégep qui se trouve, lui, dans la partie anglophone. Très bien. Donc, ça laisse le choix aux étudiants, en fait, de décider sur quelle école partir, en fait. Alors, ces possibilités d'intervention dans des pays francophones, Patrick Nikema qui nous a rejoint, c'est valable dans les pays francophones, c'est valable également dans les autres départements de l'IUT? Absolument. Les programmes sont disponibles pour tous les départements de la même manière. Après, les destinations vont dépendre des spécificités. Donc, selon les pays, on a des partenariats pour telle ou telle discipline. Voilà. Donc, et on a également la possibilité, puisque l'UIT fait partie de l'ADUC, d'un réseau de 115 UIT au niveau national. Et au niveau donc de ce gros réseau, on peut accéder à travers donc, de ce réseau, on accède à toutes les parties du monde. En fait. Très bien. Ok. On va parler de certification. Merci Patrick. Je me permets de vous couper pour éviter le souffle du son la liaison est assez mauvaise, mais vous restez en ligne pour répondre aux questions des lycéens et de nos auditeurs. On va revenir sur cette idée de mobilité et de se préparer justement à pouvoir vivre au mieux dans un pays anglophone, par exemple. Cela passe par bien sûr les cours d'anglais qui sont obligatoires, bon ça c'est une évidence bien entendu, les cours de langue, mais ça passe également par une préparation à une certification. Alors pour les lycéens qui nous écoutent, ces certifications, bon, c'est quelque chose auquel on n'est peut-être pas habitué, mais c'est une vraie garantie que l'on met encore sur le CV. Tout à fait, oui. Alors je pense que les lycéens ont peut-être, dans leur lycée respectif, l'occasion de préparer, un des tests, qui s'appelle donc le FIRST de Cambridge. Nous à l'IUT, en fait, on ne fonctionne pas avec ce test-là, mais par contre on en propose d'autres effectivement pour valider les différents niveaux en langue, B1, hein, B2. Donc c'est avec le CLES, en fait, la certification CLES. Alors on Donc rappelle CLES que B1, B2 en anglais, en allemand, en espagnol. alors, je pense que tout le monde est habitué à ces sigles, hein, mais Oui. on rappelle que ça permet d'attester un véritable niveau de compétence en langue. Alors ça va du niveau A1 à C2. C2, ouais, tout Ouais. à fait. Ah, j'ai bien Donc révisé ma copie. donc en général, pour les étudiants en IUT, on espère un niveau B2, dans leur langue principale, donc en général l'anglais. Alors ça représente quoi, hein? Quand on dit B2, c'est pas un anglais courant, c'est un anglais de conversation? C'est un anglais de conversation, ça veut dire qu'on comprend bien, qu'on est capable de répondre d'une façon simple, mais juste à des questions, qu'on comprend le contexte de la conversation. Ouais, D'accord. c'est ça. Alors pour être bien clair, hein, pour ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire que cette certification-là, elle est bien obligatoire et elle sera proposée à tous les étudiants donc en BUT. Tout à fait, ouais, ce sera un des changements en fait, hein, par rapport, au DUT. Au DUT, elle n'était pas obligatoire, on l'a proposée, hein, forcément à nos étudiants, mais il fallait pas, forcément, valider la certification. Il n'y avait pas vraiment d'enjeu en fait, hein. Mmh. Ça risque de changer effectivement avec le BUT, pas tout de suite, mais ça viendra puisque c'est une des exigences en fait, du gouvernement et de l'industrie de manière générale en fait, Mmh. donc voilà. Donc le fait de mettre sur son CV, je sais lire, Ah écrire non, et on oublie. parler ne suffit pas. Ah non, 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 on oublie ça maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose qui ne se fait plus ou qui ne devrait plus se faire. Maintenant, on doit systématiquement, en fait, donner, une idée de notre niveau en passant par la grille, du CE-CRL. Mmh. Donc, de A1 à C2.
Alors, effectivement, au niveau des compétences. alors pour attester de ce niveau, il y a quelques tests. J'en ai noté Oui. quelques-uns. Donc, CLES, alors de quoi s'agit-il? Alors le CLES B1 et le CLES B2, en fait, ce sont des certifications pardon, qui sont mises en place par les universités en France. Donc, Pour le CLES, donc l'acronyme, hein, certification en langue de l'enseignement supérieur. voilà, c'est Voilà, ça, tout c'est à ça. fait. Donc le niveau B1, moi par exemple, je le propose en première année. Mmh. Il s'agit d'un test qui se base en fait sur un scénario. Et en général, le scénario, c'est sur une poursuite d'études justement à l'étranger, la vie sur un campus à l'étranger, du bénévolat pendant ses vacances quand on est étudiant. Donc c'est vraiment un scénario qui peut parler aux étudiants puisque ça leur ressemble en fait, hein. C'est Mmh. des choses qu'ils pourraient faire. D'accord. Et par rapport au B2, le B2 là, bon, on est à un niveau au-dessus en termes de la compétence. Donc ça veut dire qu'il faut démontrer un niveau meilleur en termes Ouais. de grammaire, de syntaxe, de vocabulaire, etc. Un peu Et plus là, on est plus d'abstraction. Oui, ouais, c'est ça. plus une interaction orale, effectivement. Et là, on est plus sur de l'anglais comment Du dire, de monde de l'information en l'information, fait. de Voilà, c'est ça, l'information, voilà. l'information, donc des sujets d'actualité, mais ça reste de l'anglais, je dirais général, Accessible, accessible. général. Et oui, D'accord. accessible et général. Donc il n'y a Très pas bien. forcément de préparation Mmh. à cette certification puisque c'est vraiment, il y a pas de spécificité Mmh. de la langue. C'est pas la même chose avec le TOEIC, hein, qui est le deuxième Deuxième. test que vous avez indiqué sur votre diaporama. Effectivement, le TOEIC, là, on est plus sur de l'anglais professionnel, c'est l'anglais des affaires qui est testé. Et donc ça, il est proposé pour le moment en deuxième année du Très DUT. bien. Mm. Alors, pour schématiser, en fait, c'est effectivement différentes certifications qui viennent s'ajouter au Ouais. bachelor universitaire technologique qui est Mhm. donné à ceux qui remplissent les conditions de moyenne et de contrôle continu. Alors, Ouais. le CLES, quand on le pose sur son CV, cela signifie quand même, il y a une exigence parce que il faut avoir les quatre compétences, hein, et Ouais. obtenir la moyenne dans les quatre compétences. Alors, Ouais, de quoi? 60%. C'est même plus que la moyenne. Il faut obtenir 60% en fait dans chacune des compétences. Donc les Alors, 4 compétences, je vais peut-être le compétences, rappeler. oui, c'est ça. C'est il s'agit de donc la compréhension orale, donc vous avez 2 petites vidéos qui sont passées et puis des questions auxquelles il faut répondre. Voilà, c'est assez basique. Que ce soit le B1 ou le B2, c'est le même schéma. Oui, Ensuite, on a la compréhension écrite avec encore une fois le même schéma pour le B1 et le B2, à savoir que 2, 3, voire 4 textes en fonction de la longueur des textes. Et puis des questions par rapport à ces textes, hein, ouais, pour très vérifier la bien, compréhension. d'accord. Ensuite, on a l'expression écrite. Donc là, on rédige un courrier, un mail, ou bien une note en fait explicative par rapport à la thématique qui a été étudiée pendant les 2 premières compétences. Et puis D'accord. enfin, on a l'expression orale, donc la quatrième compétence. Donc pour le B1, il s'agit en fait d'enregistrer 2 messages téléphoniques. Et pour le B2, comme on l'a évoqué tout à l'heure, en fait là, on est plus sur une interaction Sur orale. En fait, les 2 l'échange. candidats doivent discuter entre eux sur la thématique Mmh. du test. Voilà. Et voilà, ils Donc sont jugés sur leur performance à ce niveau-là. Mmh. tout à fait. Alors les classes est géré, en partenariat avec, notre université de tutelle, Tout à fait. l'ULCO, et Ouais. proposé à l'ensemble des étudiants, eh bien, Mmh. qui s'inscrivent à l'IUT et à l'ULCO en général. Le Tout à TOEIC, fait. voilà, on l'a compris, c'est une autre certification. C'est Oui, la c'est un autre multiplic format. Voilà, un autre format. La multiplication des certifications n'est pas vraiment un problème puisqu'elle permet Non, de renforcer, et des fois, pouvoir répondre à des exigences à l'entrée d'une école, par tout à exemple, fait, tout à une fait. école de Mmh. commerce Bien ou une sûr, école d'ingénieurs. bien sûr. Oui, le TOEIC notamment, hein, reste encore un test très demandé, au niveau des écoles, effectivement, pour une poursuite d'études. Ouais. Mmh, mmh. Donc c'est pour Donc ça qu'on le propose également, voilà, à l'IUT. voilà, encore une fois, faut se rassurer en se disant: «Bah, ça se prépare, hein, tout se Ça se prépare, prépare. ça se fait au Al long de» Ouais, mais alors comme je disais tout à l'heure, voilà. le CLES, on va moins le préparer puisque c'est de l'anglais courant, l'anglais de tous les jours. Par contre, le TOEIC,
L'anglais professionnel, moi je sais que dans notre département, en tout cas, l'anglais au niveau du département tertiaire, on travaille beaucoup sur l'anglais des affaires. Mmh. Donc les étudiants sont quelque part préparés pendant les 2 ans, Mmh. mais on met en place également quelques heures de prépa TOEIC en fait, pour qu'ils soient encore plus préparés en fait à cette épreuve. Merci Séverine Bouteiller, j'étais ravi de vous accueillir Mais sur ce moi aussi. webinaire. On va parler bien sûr on va revenir sur cette idée de certification. Patrick, Nick et Emma, quelque chose à ajouter sur cette certification avant de passer au témoignage d'étudiants? Non, pas spécialement. Donc, Séverine a tout dit là-dessus. Donc, là, c'est des exigences qui sont demandées pour certains programmes. Donc, en fonction de ça, il va falloir les faire ou pas, tout simplement. Parfait. Alors, on va accueillir sur scène deux témoignages d'étudiants. Avec Majdouline tout d'abord. Merci Patrick pour votre intervention. Alors, le temps que Majdouline se prépare à venir sur scène. Bonjour Majdouline, Bonjour Samy, vous allez bien? Tu ça vas va? bien? Très bien, bon, merci. Alors, je suis ravi de t'accueillir, Majdouline. On peut le dire, tu étais une étudiante de GACO, on s'est eu en cours, et aujourd'hui, tu viens témoigner en tant que. Alors maintenant, tu es en poste, tu es professionnel, hein, et tu as suivi une mobilité étudiante. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Alors, j'ai fait un patchwork, tu vois, de ton passage en Irlande. Est-ce que tu peux nous commenter un petit peu ces photos, tout d'abord? Bien sûr, je vois que c'est des moments très marquants. Ouais. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, j'étais en DUT GACO à l'IUT du littoral à Saint-Omer. Donc, la troisième année, j'ai effectué en Irlande donc, pour obtenir un Bachelor of Business. Donc, c'est un bachelor de business. Et en fait, on a des spécialités. Donc, moi, j'avais choisi le management. Donc, il y a management, marketing, etc. Donc, à la fin de cette année, on a eu une double diplomation. Donc, nous, à ce temps-là, on avait une licence Oui. au lieu qu'on avait fini le DUT. Donc, on avait une licence avec le bachelor. Donc, le bachelor, il se présente comme ça. Ah ouais, là, on est fiers de pouvoir le montrer quand même, hein. Ah, voilà. Là, il se présente comme ça. Et puis, la licence, c'est une licence du ministère français. Très bien. Voilà. Alors, c'est vrai que ce terme de bachelor est couramment utilisé en Europe et dans le monde, hein, pour signaler que les étudiants ont un niveau de bac plus 3, de licence, hein, ça atteste d'un grade. C'est notamment la raison qui a fait, je tiens à faire une petite parenthèse, à choisir le terme bachelor universitaire de technologie, puisque pour les étudiants, c'est une aide, hein, ça permet d'évoquer tout de suite dans la tête de tout le monde un bac plus 3. Effectivement, et c'est beaucoup plus simple, hein. L'exception française du bac plus 2, effectivement, c'était une exception, hein. Le bac plus 2 n'existe pas et il fallait toujours négocier pour savoir quel était vraiment le niveau à l'international. Alors, Majdouline, un an en Irlande ou un peu moins? Un an, oui, Un oui, an. un an. C'était Alors, comment ça se vraiment. prépare? Comment ça se prépare ce voyage? Comme a dit Madame Bouteiller, il faut beaucoup de motivation. Si on n'est pas motivé, on risque de vite lâcher parce que c'est vrai que c'est un nouveau monde, c'est de nouvelles personnes. C'est vrai que quand on va en Erasmus, c'est différent parce qu'on retrouve plein d'étudiants qui sont dans notre cas, plein d'étudiants de partout de l'Europe, mais aussi partout dans le monde. Il y avait notamment des Chinois, des Japonais, mais beaucoup, beaucoup d'Européens. Donc, il faut avoir la motivation, avoir cette curiosité et cette soif de connaître l'autre aussi. Oui. Mais je pense aussi que les universités partenaires font beaucoup d'efforts pour nous mettre à l'aise. Donc là, comme on peut le voir sur les photos, c'était notre Oui. journée d'immersion. Donc on a fait du sport, on a pu se connaître un peu, on a fait des équipes, ça s'est super bien passé. Ça nous a vraiment permis de se sentir plus ou moins chez nous. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on arrive là-bas, on est pris quand même, je veux dire, on est accompagné, on nous tient un petit peu par la main quand on arrive. C'est pas totalement la jungle, Non, si pas je du peux le dire. tout. Pas du tout, pas du tout. Et surtout quand on va en Erasmus, donc là, pour parler du cas de l'université où j'étais, à Oui. Athlone, il y avait vraiment une cellule Erasmus qui était là pour accompagner les étudiants qui venaient. Donc, Voilà.
en fait, on nous accompagnait vraiment de est-ce que vous êtes arrivé à Dublin? Est-ce que vous savez quel bus prendre de l'aéroport vers ici? Avez-vous besoin, par exemple, même pour où loger, pour le logement? C'était également l'université qui nous aidait. On te voit très souriante sur les photos. Est-ce qu'il y a eu des moments plus difficiles pour dresser un portrait quand même fidèle de ces déplacements, hein? Oui, bien sûr, ça n'a pas vraiment été parfait tout au long. Je dirais que les moments les plus difficiles étaient ceux du cours de finance. Donc, à savoir que nous, en DUT, on faisait beaucoup de la compta, mais rarement de la finance pure. Et on avait un niveau supérieur. Donc, quand on rentrait en troisième année, c'était vraiment la troisième année en finance et gestion. Et je vous avoue que c'était très difficile de se remettre un peu au niveau de tout le monde. Donc, on ramait. Et malheureusement, j'étais en rattrapage la première et la deuxième session. Oui. Mais voilà, et encore une fois, pour souligner le fait que les universités, que les partenaires sont là, c'est qu'il y a un programme de tutorat. Donc, j'avais vraiment un professeur qui me donnait des cours individuels à moi toute seule, 2 fois par semaine de finance, qui m'ont permis, en fait, par la suite, de réussir mon rattrapage. Très bien. Donc, on a compris. Donc, tu as poursuivi tes études après le DUT. Donc là, c'est une mobilité d'études. Donc, dans le nouveau programme en bachelor universitaire technologie, cette possibilité de troisième année à l'étranger sera bien sûr offerte. Elle peut également se faire à la sortie du BUT. Pour obtenir les grades de master, par exemple, ou dans des écoles. Est-ce que on signalait tout à l'heure que c'était un plus dans le CV. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu es chef de projet alors chef de projet en général pour la construction, je pense, et les logements sociaux, c'est ça. Et est-ce que tu as le sentiment que cette mobilité t'a appuyé, t'a servi dans ta recherche d'emploi? Ah, absolument. Déjà, au retour en France, je voulais impérativement faire mon master en alternance, donc ce qui veut dire travailler et étudier. Et je vous avoue que parmi les critères pour lesquels j'ai été sélectionnée parmi d'autres étudiants, c'est le fait que j'avais fait une mobilité. Ça, c'est pour mon alternance. Donc, j'ai effectué mon alternance à l'entreprise ArcelorMittal, ici à Dunkerque. Ouais. Et on me l'a clairement dit après que voilà, j'ai été prise parce que ce qui me différenciait des autres, c'était le fait que j'avais fait une mobilité. Ouais. Donc, si c'était à refaire, absolument. On signe. J'en ferai même dedans. Quel conseil, pour terminer cet entretien, Majdoulin, quel conseil tu voudrais donner aux lycéens qui nous écoutent et qui sont peut-être en doute par rapport à ça? Préparer sa mobilité, mais pas seulement psychologiquement, mais aussi en termes d'études. Ça veut dire que pendant les 2 premières années, essayez vraiment de s'investir. Comme ça va vraiment faciliter les cours par la suite et la transition. Ça veut dire si on est vraiment dans l'optique de continuer ses études. Donc, moi, j'ai fait un master après et j'ai refait un bac plus 6 derrière. Et honnêtement, plus on avance et plus on s'enrichit et plus les cours sont faciles. Ouais. Donc, essayez de préparer une très bonne base parce que ces 2 premières années, c'est une base. Pour pouvoir profiter de ces moments de convivialité à l'étranger, il faut être un peu à l'aise dans le suivi des cours, sinon on a la tête dans le guidon. C'est pas que les études quand on part en mobilité, c'est vraiment une toute nouvelle vie. Il y avait des excursions, on voyageait énormément, on faisait un peu le tour de l'Europe, donc il y a beaucoup de moments libres également. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Majdoulin. On va encore parler de voyage et on va aborder un nouveau témoignage. Merci et j'étais ravi de t'avoir ici à l'antenne. Bon courage dans la suite de ton parcours et à très bientôt, peut-être à l'IUT. À très bientôt. Bon courage. Au revoir. Alors, on va accueillir maintenant un nouveau témoignage encore d'un étudiant et cela viendra clore ce webinaire. C'est avec Augustin Cato, alors que je vais inviter à venir sur scène. Alors là, nous avons parlé d'une mobilité étudiante pour les études. Hein. Vous avez compris que Majdoulin s'était engagé dans un processus de poursuite d'études, mais cette mobilité est également possible pour l'accomplissement d'un stage. Et ça a notamment été le cas pour Augustin. Bonjour Augustin. Oui, bonjour, oui. Tu vas bien?
Oui, ça va et vous? Alors, oui, très bien. Alors, tu as compris, aujourd'hui, on a dressé le portrait, le portrait de la mobilité. Aujourd'hui, on a l'occasion d'aborder une mobilité pour le stage et tu vas nous faire un peu saliver parce que toi, tu es parti à un moment donné au Japon, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, alors j'ai récupéré quelques photos. Alors, c'était il y a quelques années. Tu me confirmes que c'est bien tes photos, ça? Oui, oui, bien sûr, oui, c'est les photos que j'ai prises au Japon, oui. Alors, est-ce que tu D'ailleurs, peux nous ouais, les, ouais, sur les photos. tu peux nous les commenter un peu Oui, ces photos qui sont là? oui, très bien, oui. Alors, donc la photo qu'on voit tout en haut, donc ça c'était lors d'une cérémonie qu'on avait fait entre étudiants. Oui, Donc on s'était un peu déguisés et tout ça. accompagné de samouraïs. Oui, c'est ça, oui. Celle juste en dessous avec un écran d'ordinateur, ça c'était un projet qu'on avait fait entre étudiants. Nous on était, quand on est parti au Japon, on était 3 étudiants français à avoir intégré un campus où il y avait que des étudiants japonais. Donc on avait fait un projet, on avait fabriqué un robot qui euh, qui était régulé automatiquement et qui en fait qui simulait un barrage hydroélectrique. D'accord. Très bien. Et donc on avait fait ce projet avec plusieurs étudiants japonais, donc ça avait été très enrichissant parce qu'on travaillait en groupe avec des étudiants étrangers en fait. Oui. Ensuite, Alors, les autres photos que je vois là, c'était plutôt pendant un voyage, pendant la semaine de la Golden Week, parce que je suis parti au moment où il y avait le nouvel empereur qui arrivait, et d'accord. donc on avait tous une grande semaine de vacances, donc j'avais beaucoup voyagé, j'avais été à Tokyo, à Kyoto, à Hiroshima, Miyajima, enfin, plein Donc, d'endroits du Japon. ouais. Donc une occasion de voyage. On en parlait juste avant avec Majdouline. Ton parcours. Donc, Augustin, tu étais en DUT GTE. Hein, Oui, génie thermique et énergie. ouais. Et comment tu as préparé ce déplacement? Tu parlais déjà japonais? Comment ça s'est fait? Alors non, pas du tout. Moi, j'ai pas du tout parlé japonais. J'ai jamais parlé japonais d'ailleurs. Donc là-bas, j'ai appris quelques mots, mais sinon, moi, tout ce que j'ai fait là-bas, c'était en anglais. Donc dans l'université, c'était assez facile parce qu'il y a pas mal d'étudiants quand même qui parlent assez bien anglais. Alors il y en a qui parlent pas du tout anglais, mais du coup, la plupart du temps, les amis qu'on avait, c'était des amis qui parlaient anglais. Et mon tuteur était parti 2 ans, donc mon tuteur de stage au Japon, il était parti 2 ans aux États-Unis, donc il avait un très bon niveau en anglais, Oui. donc on se comprenait très bien en anglais. Mais sinon, non, j'ai jamais su tenir une conversation en japonais, et ça m'a pas posé de difficultés pour Difficulté. profiter de mon stage là-bas. Alors, comment tu t'y es pris pour tout doucement, enfin par étapes? Ça a commencé comment? Tu avais déjà l'envie, lorsque tu as intégré l'IUT, de voyager pour tes études? C'était déjà quelque chose que tu avais en tête? Oui, je pense que oui, j'avais envie de partir. Alors, le Japon, ça s'est fait pas par hasard, mais c'est un pays que j'avais envie de découvrir et c'était l'un des pays que le département proposait, auquel j'avais envie de faire un stage. Et mais j'avais vraiment envie de partir, donc d'abord pour progresser en anglais parce que je voulais poursuivre après mes études en école d'ingénieur et donc le niveau en anglais demandé est assez élevé. Oui. Et ensuite, parce que j'avais envie de découvrir une nouvelle culture et envie de voyager dans un pays différent. Et je trouve ça super enrichissant pour des étudiants de partir à l'étranger. Oui. Alors aujourd'hui, tu es en école d'ingénieur, je pense, Augustin, dans ta dernière année, si je me trompe. Oui, c'est ça. Alors, c'est l'avant-dernière année. Là, je suis en 4e année à l'INSA de Rouen. Oui. Et donc, le stage, justement, que j'ai fait au Japon a permis de valider ma mobilité internationale qui est obligatoire pour avoir le diplôme. Donc là, D'accord. normalement, je n'ai plus à repartir à l'étranger, mais je souhaite quand même refaire un stage à l'étranger Mhm. pour, Ah, d'accord. j'espère revivre des moments comme j'ai vécu au Japon. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu as anticipé quelque chose qui est demandé dans ton école d'ingénieur. Hein. Donc, en faisant ce déplacement pendant ton cursus à l'IUT, c'est quelque chose qui a été validé par une école, l'école d'ingénieur dans laquelle tu te trouves. C'est intéressant, tu gagnes du temps en fait. Oui, c'est ça, oui. Donc si on souhaite partir qu'une fois, c'est très intéressant puisque là, finalement, c'est fait. Donc j'ai validé ma mobilité d'école d'ingénieur grâce à ce stage au Japon. Et donc là, si je souhaite repartir, ça sera en plus, quoi. Mais ma mobilité est déjà validée,
Donc, bien sûr, c'est une inquiétude en moins par rapport à d'autres. Alors, on a une petite coupure du son, mais on a compris. Alors, je ne sais pas si ça vient de chez moi, mais je pense que peut-être Augustin a un souci de connexion, mais on avait terminé cette interview et je tiens à le remercier de sa présence. Alors, vous avez compris aujourd'hui qu'on avait choisi deux étudiants qui ne sont pas des exceptions, hein, et je vais proposer à Madame Bouteiller, à Séverine, de revenir sur scène. Ah bon, voilà, Augustin, ça me permet de te remercier d'avoir participé et d'avoir répondu à nos questions. Est-ce que tu as le sentiment d'être une exception ou ce déplacement à l'étranger, c'est aussi des choses que certains de tes camarades ont choisi, Augustin? Alors, oui, non, je pense pas être une exception. Donc, il y avait un étudiant de ma classe en DUT qui était parti avec moi au Japon. Il n'était pas parti avec moi, il était parti en même temps que moi, mais dans une autre université. Et donc, j'ai le souvenir qu'on s'était revus, qu'on en avait parlé, qu'il avait vraiment très apprécié son stage aussi là-bas. Et donc, ça lui avait apporté beaucoup de choses. Ah oui, et une dernière chose que je voulais apporter, c'est que Oui. si les étudiants qui nous écoutent donc n'ont pas forcément les moyens financiers de partir, donc moi, il faut savoir que j'étais étudiant boursier, et donc les bourses que j'ai obtenues pour partir au Japon ont quasiment financé la totalité de mon voyage. Donc, D'accord. d'un point de vue financier, c'est pas forcément un frein qu'il faut se mettre. Très bien. Merci beaucoup, Augustin, pour ton témoignage. Je te souhaite bon courage pour la fin de tes études. Et j'espère te. Alors, tu es un habitué parce que la dernière fois, on s'était parlé pour une émission de radio. Aujourd'hui, bien, c'est pour le webinaire. La prochaine fois, c'est la télévision, hein. D'accord, très bien. Allez, merci Augustin. Séverine Bouteiller, je me permets de revenir vers vous. Alors, on parle du problème financier parce que ça a quand même un coût. Il ne faut pas se le cacher. Ces déplacements, si on veut voyager, si on veut avoir un peu de liberté, mais il y a également, comme le disait Augustin, des aides. Ouais, tout à fait. Et justement, j'avais quelqu'un dans la section chat là qui me posait la question et j'étais en train de répondre. Du coup, désolée Sarah, je ne répondrai pas par écrit, mais je vais le dire ici. Donc effectivement, ça dépend de la destination, forcément. Pour le Canada, je parle du Canada. Ça vous va, Monsieur Lardeur, si j'évoque Ah, le Canada? parfait. Alors, on voyage, hein, nous ici, on passe Ah oui. de l'Irlande au Japon, au Canada, bien entendu. Oui, bien sûr. Donc, pour le Canada, le semestre, donc, il s'agit du semestre 3. Les étudiants en général partent à la mi-août et reviennent pour les fêtes de Noël en France. Il faut compter un budget minimum de 5 000 €, vol inclus. La vie sur place n'est pas forcément trop chère, les logements ne sont pas excessifs et c'est vrai que dans la plupart du temps, les étudiants sont donc logés en campus. Il y a Sarah qui me posait la question, est-ce qu'on est en famille ou comment ça se passe pour trouver un logement? Bon, en général, les partenaires avec qui on travaille ont l'habitude de recevoir des étudiants étrangers et font tout pour bien les accueillir. Donc pour le Canada, par exemple, on va avoir un campus et les étudiants auront possibilité en fait de réserver une chambre, qu'elle soit simple, double, en fonction des tarifs. Bon, tout ça, y a pas de souci. Pour l'Irlande, comme c'était le cas pour Majdoulin, là pour le logement, on va devoir essayer de trouver je dirais par nous-mêmes et en même temps, c'est pas forcément, on n'est pas tout seul parce qu'en fait, on a les partenaires qui vont envoyer une liste d'adresses de propriétaires qui travaillent régulièrement avec les universités. Donc, si on n'a pas de campus, on aura de toute façon une aide pour trouver un logement. Pour le Japon, comme Augustin l'a précisé, on est logé aussi sur le campus. Donc tout ça facilite un peu la tâche. Il n'y a pas trop de soucis en fait à se faire à ce niveau-là. Et bon après forcément le coût varie d'un pays à un autre, hein. En Irlande, le logement était assez cher. Mais effectivement il y a les aides et c'est vrai qu'à l'ULCO en fait les étudiants tous les étudiants qui partent ont quelque chose.
Donc il faut monter des dossiers, il faut bien entendu. Alors on accompagne, hein, vous accompagnez au quotidien les étudiants dans ce dispositif, mais il faut être très sérieux dans la réalisation et c'est aussi la Bien charge de sûr, l'étudiant bien de sûr. remplir les dossiers à Voilà, temps alors parce que on le dit pour les bien, il faut dossiers, respecter les délais. bien sûr, il faut respecter les délais, c'est important. On est là aussi, nous, en tant que référents, pour leur rappeler les dates auxquelles ils doivent rendre le dossier. On est là aussi pour les aider à compléter les dossiers. Par moment, c'est vrai que c'est pas forcément évident quand on est notamment en première année, on connaît pas tous les programmes, etc. Donc le référent est là pour accompagner l'étudiant. J'insiste vraiment là-dessus. Et par rapport au financement, ce sont le service des relations internationales de l'ULCO, donc de l'université, qui prennent le relais et qui organisent les commissions. Qui vont en fait décider du montant dont l'étudiant pourra bénéficier pour sa mobilité en fonction de différents critères, bien sûr. Mais c'est vrai que l'objectif des personnes en fait qui travaillent aux relations internationales de l'ULCO, c'est de faire en sorte que eh bien chacun puisse partir avec quelque chose. Donc c'est vrai que je pense qu'il ne faut pas être freiné par l'aspect financier forcément. Il faut faire attention, comme Majdouline l'a dit, il faut le prévoir, il faut anticiper notre mobilité, bien sûr. Mais Alors, on a quand même des aides et ça facilite énormément la démarche. la Ouais. démarche. Alors aujourd'hui, on est dans une situation, bien entendu, vous l'avez compris, mondiale particulière, mais Ouais. malgré cela, des déplacements à l'étranger sont encore envisageables et aujourd'hui, vous me disiez que vous accompagniez des étudiants en tertiaire, en GACO, pour un déplacement au Japon. Hein. C'est des choses qui s'envisagent quand même malgré tout. Oui et puis alors pour le Japon, effectivement, on a eu une proposition de stage, dans le même cadre en fait, que celui, dont Augustin a bénéficié. Donc effectivement, c'est en train de se finaliser. Alors, ce qui pose problème, hein, par rapport à d'habitude, c'est qu'effectivement, on est dans un contexte de pandémie et ça freine. Là, par contre, ça freine un petit peu. Mais on sait très bien qu'on n'enverra pas nos étudiants s'il y a un danger ou quelque chose, forcément. Hein, ça il faut aussi avoir ça en tête. Donc ça, c'est pour la période de mai-juin. D'accord, on serait sur cette période-là, donc effectivement, c'est encore envisageable. On est en train de travailler dessus, et je précise également que là, en septembre 2020, on a un de nos étudiants, hein, Guillaume, qui est parti comme Majdouline en fait en Irlande. Donc malgré le contexte, il est parti. Alors il suit les cours à distance. C'est vrai que son année de mobilité n'est pas aussi épanouissante que l'année qu'a vécue Majdouline, mais il n'empêche qu'il a voulu continuer quand même à poursuivre là-bas. Ses notes sont tout à fait bonnes. Il essaye de s'intégrer comme il peut. Voilà. Très bien. Quand on est motivé, voilà. Voilà, Le contexte, si l'université partenaire accepte la candidature ou, par exemple, le Japon, si le stage est accepté aussi, il est validé, eh bien, nous, on accompagne les étudiants. Parfait, merci Séverine Bouteiller pour votre témoignage. J'étais ravi de vous avoir sur cette antenne. Alors ce webinaire touche à sa fin. Je vois que vous avez été très nombreux à poser vos questions voilà sur le fil de notre plateforme. Malgré tout, s'il y a des informations qui vous manquent, hein, des questions qui restent en suspens, alors je vous renvoie vers un document, la brochure, un livre blanc qui vous sera envoyé à l'issue de ce webinaire, ou encore, vous pouvez très bien poser vos questions lors de la journée porte ouverte de l'ULCO, qui se tiendra le 6 février, voilà, le samedi 6 février, avec des inscriptions sur www.ulco.fr. Alors vous aurez l'occasion de discuter avec des enseignants et de parler mobilité si c'est votre choix. En tout cas, merci à tous, merci à Majdouline, merci à Augustin, merci à vous Séverine Bouteiller. Donc on a parlé de certification, on a parlé de mobilité internationale. Vous voyez bien que ce volet international pour les UIT est loin d'être que des mots. Donc, au final, retenez malgré tout qu'il y a un accompagnement
pour vos projets. J'ai été ravi de présenter ce webinaire en compagnie de nos invités et de vous recevoir en ce samedi matin. Voilà, je vous remercie pour votre attention et vos questions. Je vous souhaite bon courage pour la suite de vos études et la suite de vos parcours. Et je vous dis peut-être à bientôt à l'IUT du Littoral Côte d'Opale. Au revoir.